Parfois, dans les rayons de l'aube du matin ou au crépuscule du soir, vous pouvez voir une étoile très brillante, appelée aussi étoile du berger et représentant l'objet le plus brillant du ciel après le soleil et la lune. La planète Vénus tient son nom de la déesse romaine de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Pendant longtemps et avant le début des vols spatiaux, il était impossible de voir la surface de notre voisine spatiale. Derrière la couverture nuageuse de la planète voilée se cache un monde mystérieux dont les mystères sont encore loin d'être résolus. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons dans l'espace à la découverte de notre planète sœur, Vénus. Avant de s'envoler pour une nouvelle aventure, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à tous et bon visionnage. Même après la visite du satellite européen Vénus Express, dévoilant l'atmosphère nuageuse dense, la planète Vénus est devenue encore plus mystérieuse. Les processus qui se déroulent dans l'atmosphère de Vénus défient toute explication. En raison de la grande similitude de masse et de taille, Vénus est souvent appelée la sœur jumelle de la Terre. Cependant, comme le montrent des études menées par des scientifiques, ces planètes n'ont pas grand-chose en commun, du fait que la composition de l'atmosphère et de la surface des deux planètes diffère considérablement. Les chercheurs pensent que le processus de formation de Vénus est semblable à celui de la Terre, mais quelque chose est arrivé à Vénus, une sorte de catastrophe dont les scientifiques n'ont toujours aucune idée, après laquelle elle s'est transformée en enfer. En plus, Vénus tourne non seulement lentement, mais aussi incorrectement, dans une direction différente de toutes les autres planètes du système solaire. Ce détour révélé et d'autres mystères amplifient la passion à l'étude de cette planète énigmatique. La planète Vénus, ce monde nuageux qui cache son visage, est inondé par des mystères. En effet, très peu de connaissances sont confirmées par les chercheurs, les certitudes ont laissé la place aux hypothèses. La raison est principalement due à son atmosphère dense, représentant une barrière infranchissable pour les observateurs qui ne peuvent pas voir la surface de Vénus à travers les télescopes actuels. Vénus est la deuxième planète la plus éloignée du Soleil, mais elle est notre voisine la plus proche. Elle est également l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Passant entre la Terre et le Soleil une fois tous les 19 mois, la planète s'approche de la Terre à une distance de 40 millions de kilomètres, c'est-à-dire presque 15 millions de kilomètres plus près que Mars. Et puisque la rotation est opposée à celle de la Terre, le Soleil sur Vénus se lève à l'ouest et se couche à l'est. La distance moyenne au Soleil est de 108 millions de kilomètres. Pour un observateur terrestre, la distance angulaire de Vénus au Soleil ne dépasse pas les 48 degrés, de sorte qu'elle n'est visible que pendant un certain temps après le coucher du Soleil, étoile du soir, ou peu avant le lever, étoile du matin. La durée de l'année, c'est-à-dire la période pendant laquelle la planète fait une révolution complète autour du Soleil, est de 225 jours terrestres. Mais le changement de saison sur Vénus est pratiquement absent. Autre chose étrange à propos de la voisine de la Terre, la période de sa révolution autour de son propre axe coïncide pratiquement avec la période de résonance du système Terre-Vénus. En d'autres termes, cela signifie qu'à la distance la plus proche de la Terre, Vénus se tourne toujours vers nous d'un seul côté. L'atmosphère de Vénus est composée de 97% de dioxyde de carbone qui retient la chaleur dans la couche inférieure de l'atmosphère. Ainsi,
la température à la surface de la planète peut atteindre les 500 degrés Celsius. Les lancements de sondes directement à la surface de la planète ont permis d'établir que sous la couverture atmosphérique dense, il n'y a pas d'océan, mais une Terre solide. Dans ce cadre, la station interplanétaire pionnier Vénus, lancée en 1978, a permis de compiler la première carte de la surface de notre voisine. Il s'est avéré alors que la planète mystérieuse est bien différente des autres. Tout d'abord, Vénus a la forme d'une boule presque régulière qui n'a ni renflement dans la région équatoriale, ni aplatissement dans les régions des pôles. Et cela arrive rarement. Notre planète, par exemple, n'est pas une boule, mais ellipsoïde, de forme irrégulière. La majeure partie de sa surface est un plateau assez plat, s'élevant au-dessus du niveau des mers vénusiennes analogues à celles de la Lune. Il y a de vraies montagnes sur Vénus. Le point culminant de la planète, nommé Maxwell Mount, s'élève à près de 11 km. Vénus n'a pas de champ magnétique en raison de la rotation lente autour de l'axe, mais la planète est si dense qu'elle possède bien sûr un noyau de fer similaire à celui de la Terre. Le diamètre de Vénus est estimé entre 12 300 et 12 700 km. Étant donné que cette valeur est approximativement égale au diamètre de la Terre, qui est de 12 756 km, Vénus a été surnommée notre sœur jumelle. Cependant, plusieurs caractéristiques confirment que Vénus ne peut même pas être qualifiée de cousine de la Terre. D'autre part, diverses tentatives ont été faites pour mesurer la température de surface de Vénus. Selon les estimations classiques basées sur sa distance au Soleil, sa température de surface se situe entre 50 et 90 degrés Celsius. Cependant, en 1956, des astrophysiciens ont mesuré pour la première fois la luminosité radio de Vénus. Ils ont rapporté alors une température étonnamment élevée de 300 degrés Celsius, 3 fois le point d'ébullition de l'eau. Par la suite, après les vols d'engins spatiaux, il s'est avéré que la température de surface de Vénus est en moyenne de 465 degrés Celsius. Une température plus chaude que celle sur la surface de Mercure et plus proche du Soleil. La question qui se pose est: pourquoi Vénus est-elle si chaude alors que l'intensité des rayons solaires qui la frappent est 3 fois moindre que pour Mercure? La réponse est la suivante. Le dioxyde de carbone abondant sur Vénus est connu pour sa capacité à retenir la chaleur, piège le rayonnement thermique de la surface de la planète, transformant la planète en une serre géante. En plus, la pression de l'atmosphère près de la surface est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Par conséquent, les potentiels futurs cosmonautes qui prendraient route vers Vénus quitteront le navire non pas dans des combinaisons spatiales conçues pour la basse pression, mais dans des coques capables de résister à la haute pression. Cette combinaison ressemblera probablement à une combinaison de plongée sous-marine. Notre planète voisine est comme une fournaise incandescente. Mais alors, qu'est-ce qui rend Vénus spécifique par rapport aux autres planètes du système solaire ? Jusqu'en 1927, Vénus était considérée comme une jumelle de la Terre. On croyait que derrière la couverture nuageuse de Vénus, une sorte de monde organique était caché à sa surface et que l'atmosphère entourant la planète ressemblait à la coquille d'air de la Terre. Cependant, en 1927, la première déception est venue. À l'aide du télescope de 100 pouces de l'observatoire de Mont Wilson aux États-Unis, l'astrophysicien Ross a pris une série d'images de Vénus à travers divers filtres. Il s'attendait à ce que les légères taches grises dans l'atmosphère de Vénus soient mieux vues en lumière jaune, rouge et infrarouge. Après tout,
Ce sont ces filtres que les photographes utilisent pour photographier des paysages terrestres lointains. Néanmoins, le résultat était inattendu. Selon Ross, les taches blanches sont des nuages et les taches sombres qui les séparent sont des ruptures dans les nuages. Certes, seules les couches inférieures de nuages plus sombres étaient visibles à travers ces percées, et la surface mystérieuse de Vénus restait toujours fermée. Cela signifie que l'atmosphère de Vénus est très différente de celle de la Terre. L'air qui nous entoure diffuse les rayons bleus et violets. C'est pour ça que notre planète paraît bleue depuis l'espace interstellaire. Dans l'atmosphère de Vénus, cette loi ne s'applique pas. Cela signifie que les rayons du Soleil y sont diffusés différemment que sur Terre. Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis la découverte de Ross, un certain nombre d'astronomes ont tenté de comprendre les propriétés optiques de l'atmosphère de Vénus. D'autres investigations particulièrement détaillées ont permis de conclure que la diffusion de la lumière dans l'atmosphère de Vénus est produite par de nombreuses particules solides relativement grosses, c'est-à-dire une sorte de poussière de nature inconnue. Étonnamment, ces données se réfèrent aux couches supérieures de l'atmosphère de Vénus, qui, par conséquent, contrairement aux couches correspondantes de l'atmosphère terrestre, se sont avérées très poussiéreuses. L'analyse spectrale appliquée à l'atmosphère de Vénus n'a jusqu'ici apporté que peu de clarté à la solution de ces énigmes. Après tout, les rayons du Soleil réfléchis par la couverture nuageuse continue de Vénus permettent de connaître la composition des seules couches supérieures de son atmosphère. La nature de ces couches inférieures et plus encore de la surface de Vénus reste inconnue. Néanmoins, l'étude du spectre de Vénus a conduit à d'importantes découvertes. En 1932, on a découvert que l'atmosphère de Vénus était exceptionnellement riche en dioxyde de carbone, presque 400 fois plus que dans toute l'atmosphère terrestre. Mais malgré des tentatives répétées, ni oxygène ni vapeur d'eau n'ont été trouvés. Dans les spectrogrammes obtenus jusqu'à présent, il n'y a pas la moindre trace de la présence de ces gaz. En 1953, à l'Observatoire astrophysique de Crimée, les astronomes ont détecté la présence d'azote ionisé. Par conséquent, une énorme quantité de dioxyde de carbone, d'azote en l'absence presque totale de vapeur d'eau et d'oxygène, c'est en fait tout ce que nous savons de la composition de l'atmosphère de Vénus. En 1956, l'astronome français d'Auvilliers publie un ouvrage dans lequel il tente de prouver que les nuages de Vénus sont constitués de nitrite d'ammonium, qui se forment sous l'action de décharges électriques lorsque l'azote et l'eau se combinent. Cependant, si des orages dans l'atmosphère de Vénus sont considérés comme possibles, des doutes surgissent alors sur l'origine de la vapeur d'eau, dont la présence sur Vénus est absolument niée par l'analyse spectrale. Mais d'autre part, dans les années 1920, les astronomes ont remarqué que les propriétés réfléchissantes des nuages de Vénus sont très similaires à la même propriété des nuages terrestres. Sur cette base, des astronomes américains ont proposé en 1952 l'hypothèse que la surface de Vénus est complètement recouverte d'un océan d'eau. En effet, si les nuages de Vénus sont constitués de gouttelettes d'eau et qu'il y a des terres à sa surface, alors dans ce cas, la réaction chimique entre les roches humides en contact avec l'atmosphère absorberait la quasi-totalité du dioxyde de carbone. Cependant, les faits indiquent le contraire. Il y a une abondance de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Vénus. Ces astronomes concluent qu'il n'y a pas le moindre morceau de terre à la surface de Vénus. Selon eux, l'océan recouvre toute la surface de la planète et empêche la combinaison des gaz et des métaux. Pas particulièrement bien soluble dans l'eau, le dioxyde de carbone est resté dans l'atmosphère.
La faiblesse de cette hypothèse est évidente. Il repose sur la condition de la présence de l'eau sur Vénus, car en l'absence totale d'eau, le dioxyde de carbone resterait aussi dans l'atmosphère de la même manière que s'il y avait un océan d'eau recouvrant la planète. En désaccord avec le fait que les nuages opaques de l'atmosphère de Vénus soient constitués de vapeur d'eau, le célèbre astronome Hoyle part d'une hypothèse différente. Les plus petites gouttelettes de pétrole en suspension dans l'air pourraient former des nuages couvrant toute la planète. Sur cette base, il émet l'hypothèse que la majeure partie de la surface de Vénus est recouverte d'océans de pétrole qui, en raison de la température élevée de la planète, s'évaporent et recouvrent le ciel de nuages huileux. Mais alors, d'où vient le pétrole ? Hoyle suggère que lors du refroidissement de Vénus en fusion, certains processus chimiques ont amené l'hydrogène libre à se combiner avec le carbone et à former un mélange d'hydrocarbures avant que l'hydrogène ne se dissipe dans l'espace. Tant d'hypothèses contradictoires sur l'origine de la couverture nuageuse de Vénus témoignent évidemment le manque de connaissances. Mais quelle est l'épaisseur de la couverture atmosphérique de Vénus ? La sonde spatiale de la NASA, Mariner 2, a fourni des informations précieuses en déterminant que la couche nuageuse avait une épaisseur de 27 km, s'étendant à environ 70 km de la surface. Étant donné que l'épaisseur de la couche sous-nuageuse dans l'atmosphère terrestre ne dépasse pas 20 à 25 km, Vénus a évidemment une atmosphère plus dense. L'une des caractéristiques spécifiques de Vénus est la rotation rétrograde, c'est-à-dire inverse, autour de son propre axe, qui n'arrive sur aucune autre planète, à l'exception d'Uranus. En plus, cette rotation est étrangement lente. En effet, Vénus accomplit une révolution complète autour de son axe en près de 243 jours terrestres et autour du Soleil en 225 jours. Ainsi, un jour sur Vénus dure environ 2/3 d'une année terrestre. Si vous viviez sur Vénus, un jour serait plus long qu'une année. Aucun corps du système solaire ne peut se vanter de quelque chose de semblable, ni les géantes gazeuses, ni les planètes terrestres, ni les astéroïdes de forme irrégulière avec des caractéristiques de rotation connues. La raison d'une telle réduction de la vitesse de rotation de Vénus pourrait être due au passage à une rotation synchrone autour de son propre axe, comme cela se produit entre la Terre et la Lune. Mais où est donc ce satellite massif qui a causé un tel ralentissement de la rotation ? Depuis un demi-siècle, certains scientifiques ont remarqué qu'en principe, Mercure pouvait convenir à ce rôle. En effet, un certain nombre d'indicateurs indirects peuvent montrer l'emplacement antérieur de Mercure dans le même lien gravitationnel avec Vénus. Dans ce cas, la lente rotation de cette planète autour de son axe, l'absence d'autres satellites naturels sur Vénus et un certain nombre d'autres circonstances intrigantes trouvent leur explication. Supposons qu'au premier stade du développement du système solaire, Vénus et Mercure aient formé un système proche. Et il est possible que la rotation de Vénus autour de l'axe ait été synchronisée avec la rotation de Mercure. Dans les années 70 du dernier siècle, une analyse à grande échelle de la situation avec l'existence possible d'un tel système satellitaire dans le passé a été réalisée, ce qui a montré qu'une telle option était tout à fait possible. Mais d'autres théories viendront contredire cette dernière. Il faut 243 jours terrestres pour que Vénus effectue une rotation sur elle-même, mais seulement 225 jours pour que la planète tourne autour du Soleil. Bizarrement, un jour sur Vénus est donc plus long qu'une année.
De ce fait, il n'y a donc pas de saison durant l'année. Donc, tous les jours sont semblables. Ils ont tous la même durée. Les astronomes essaient depuis longtemps de comprendre quelle est la raison d'une rotation aussi lente de Vénus autour de son axe. Cela peut être dû au fait que, dans un passé lointain, Vénus est entrée en collision avec un gros astéroïde qui a ralenti la planète et renversé son axe, l'obligeant à tourner dans le mauvais sens. Cette idée contredit les données de sondes spatiales qui ont étudié Vénus à des moments différents. En effet, leurs observations montrent qu'un phénomène inconnu continue de ralentir la planète et que la durée du jour sur celle-ci augmente de 6 à 7 minutes chaque jour vénusien. De tels écarts conduisent de nombreux scientifiques à croire que le principal frein de la rotation de Vénus n'est pas un astéroïde, mais son atmosphère supersonique. Selon les partisans de cette idée, le mouvement et les frottements de l'atmosphère à la surface de la planète l'ont ralentie et continuent de la ralentir, ce qui se reflète dans les écarts de durée du jour mesurés par les sondes Magellan et Vénus Express. Des chercheurs de l'Institut spatial de McGill au Canada ont découvert la cause de ces écarts dans les mesures des sondes en étudiant une autre curieuse énigme de Vénus, une mystérieuse onde stationnaire de 10 000 km de long, découverte par la sonde Akatsuki immédiatement après son arrivée sur l'orbite de Vénus depuis 2016. D'une manière générale, ces ondes stationnaires proviennent dans l'atmosphère terrestre sur de longues et hautes chaînes de montagnes et ont une durée de vie relativement courte. Cependant, il n'y a pas de grandes montagnes sur Vénus et l'onde trouvée par la sonde japonaise n'a pas disparu à ce jour. Ce qui conduit les scientifiques à se demander comment elle a pu survenir. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont montré par la création d'un modèle informatique que des ondes stationnaires éternelles peuvent apparaître pendant la journée dans 4 régions de Vénus à la fois, où il y a des altitudes basses et des chaînes de montagnes et disparaître la nuit. L'atmosphère vénusienne est très dense et chauffée à des températures infernales. Il s'est avéré que cette atmosphère tourne 60 fois plus vite que la planète elle-même, ce qui génère des vents super puissants se déplaçant à une vitesse de 500 km à l'heure. Afin d'expliquer cette super rotation de l'atmosphère, des chercheurs ont supposé qu'il existe d'étranges structures sombres dans une très fine couche nuageuse qui absorbe la moitié de toute l'énergie solaire entrant sur la planète. Les scientifiques savent déjà qu'une partie de l'énergie solaire est consommée par l'acide sulfurique, mais aucun autre absorbeur n'a été identifié pour expliquer la partie restante de l'énergie absorbée. C'est pour cela qu'ils ont émis l'hypothèse que c'est l'énergie disparue dans cette fine couche nuageuse qui a conduit d'une manière ou d'une autre à une super rotation de l'atmosphère. L'atmosphère épaisse cachait tous les détails de la surface aux observateurs terrestres et les astronomes appelaient Vénus la planète des mystères. Par conséquent, Vénus a été la première planète vers laquelle de nombreuses sondes spatiales se sont précipitées afin de décrypter les énigmes de notre planète voisine. Dans le cadre d'une course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis, dans les années 60 et 70, l'URSS montre plus d'assiduité pour la conquête de Vénus et lance une série de sondes spatiales connues sous le nom du programme Venera pour étudier la planète Vénus. Le premier vaisseau spatial soviétique Venera 1, lancé vers la planète Vénus au tout début de l'ère spatiale, le 12 février 1961, a transmis à la Terre de bonnes photographies de Vénus à une distance relativement proche. Mais les photos ont été prises en dehors de la couche nuageuse dense de cette planète, les détails de surface n'étaient pas visibles.
Les tentatives des engins spatiaux d'effectuer un atterrissage en douceur ont longtemps échoué. Tous ont été écrasés par l'atmosphère vénusienne et ont cessé de transmettre des informations. Seule la sonde spatiale Venera 7, lancée le 17 août 1970 par l'URSS et conçue pour supporter une pression très forte, a atteint l'objectif avec succès et a réussi à atterrir sur Vénus. Ainsi, la température de la surface de la planète a été mesurée. La composition et la pression de l'atmosphère ont été déterminées et la composition chimique de la surface a également été étudiée. Ce succès a incité les soviétiques à lancer plus d'engins spatiaux. Venera 8, lancé le 27 mars 1972, a atterri du côté jour de la planète pour la première fois. En plus, Venera 9 et Venera 10, deux sondes jumelles lancées en juin 1975, ont transmis pour la première fois à la Terre des panoramas en noir et blanc de la région environnante. Ensuite, Venera 11 et Venera 12, lancés en 1978, ont enregistré jusqu'à 1000 décharges de foudre par minute sur la surface de Vénus. Les sondes Venera 13 et 14, lancées en 1982, ont réussi à transmettre les premières photographies en couleur de la surface et ont analysé la composition chimique du sol. La série continue avec Venera 15 et Venera 16 qui se sont envolés vers la planète en 1983 et ont connu un grand succès. Elles ont survolé la couche nuageuse de la planète et effectué des relevés radars de Vénus. Dans cette mission, un quart de la surface de la planète a ensuite été étudié par radar. La précision était telle que des détails de 1 à 2 km de longueur et 50 mètres de hauteur ont été enregistrés. À partir de 1985, le programme Vega constitue un prolongement du programme Venera. En effet, les véhicules soviétiques Vega 1 et Vega 2 étaient également importants, à partir desquels des sondes à ballon ont été lâchées, dérivant à une altitude de 54 km au-dessus de la planète. De l'autre côté, les Américains ont démarré l'exploration de Vénus en 1962. Après la destruction de la première mission Mariner 1, la NASA a réussi un premier survol avec la mission Mariner 2 qui a dévoilé un monde particulièrement affreux. Vent violent, atmosphère acide, température et pression atmosphérique très élevées à la surface avec absence de champ magnétique protecteur. En 1978, la station américaine Pioneer Venus 1 a réalisé la première cartographie radar de la surface de la planète depuis l'orbite. Ensuite, Pioneer Venus 2 a réussi à lâcher par parachute 4 sondes afin d'étudier l'atmosphère de la planète. De 1989 jusqu'en 1994, la surface de Vénus a été étudiée par la sonde américaine Magellan, qui a tourné en orbite autour de la planète, faisant une révolution en 3 heures et 9 minutes. La surface a été photographiée par une image radar. Par conséquent, une image de la surface a été recréée avec une taille de détail minimale allant jusqu'à 250 mètres. La hauteur des objets a été mesurée avec une précision allant jusqu'à 30 mètres. C'est aujourd'hui la carte la plus détaillée de l'ensemble de Vénus. La conquête européenne de Vénus a commencé trop tard. L'Agence spatiale européenne a lancé en 2006 sa sonde spatiale Venus Express qui a mené une mission entièrement consacrée à la planète. Aujourd'hui, Akatsuki, la sonde spatiale japonaise arrivée en 2015, est la seule encore active. Après 3 décennies d'absence, la NASA sélectionne 2 missions dont le lancement vers Vénus doit intervenir vers 2029. Veritas, une mission de cartographie radar, et DaVinci, une sonde atmosphérique qui doit analyser la composition de l'atmosphère de la planète. Mais comment la planète Vénus s'est-elle formée ? Les astronomes
pense que la Terre et Vénus se sont formées dans la même région du disque protoplanétaire à partir du même matériau, mais leur développement s'est ensuite déroulé de manière différente. La Terre est enveloppée dans une atmosphère qui contient près de 20% d'oxygène. Un effet de serre modéré et la présence d'océans rendent les conditions à la surface confortables pour que la vie s'épanouisse. Au contraire, Vénus, elle, est entourée d'une coquille de dioxyde de carbone. Sa surface côtoie des températures extrêmes de près de 500 degrés Celsius en raison de l'effet de serre géant, avec une pression 90 fois plus importante que chez sa voisine terrestre. Toutes les questions sur l'habitabilité de Vénus reposent sur la question de l'existence d'eau liquide sur celle-ci. Indirectement, cette possibilité est mise en évidence par le rapport inhabituel de la teneur en deutérium et en hydrogène, plusieurs fois supérieur à celui de la Terre. Cela est expliqué par le fait que la planète avait de très grands océans dans le passé, mais qu'ils se sont évaporés et que l'hydrogène léger a quitté l'atmosphère à la suite de la dissociation des molécules d'eau. Quand les océans se sont-ils évaporés et pourquoi ? Les réponses à ces questions ne peuvent être données que par une future mission sur Vénus qui collectera des informations sur les éléments volatiles dans l'atmosphère et à la surface. Pour essayer de répondre à cette question, certains scientifiques proposent cette hypothèse. Pendant que l'intérieur de la planète était actif, il y avait un océan de magma en fusion et par conséquent, les volcans à sa surface déversaient de la lave. Au contact avec l'eau, cette dernière a commencé à s'évaporer. À plus grande échelle, Vénus a vu peu à peu son océan s'évaporer. Or, la vapeur d'eau est un formidable gaz à effet de serre permettant aux rayons du Soleil de chauffer la planète, sans laisser la chaleur s'échapper. Le réchauffement climatique s'est accéléré et en quelques centaines de millions d'années, son océan s'est complètement évaporé. L'eau s'est alors concentrée dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Puis, les rayons ultraviolets du Soleil ont brisé les molécules d'eau. Les atomes d'oxygène sont retombés à la surface, tandis que les atomes d'hydrogène plus légers se sont perdus dans l'espace. Aride, sans tectonique des plaques, ni volcanisme régulier, Vénus est devenue incapable d'évacuer sa chaleur interne. Et pendant des centaines de millions d'années, la pression n'a cessé d'augmenter. Lorsque cette pression a atteint son maximum, la planète a libéré du dioxyde de carbone dans son atmosphère par le biais des volcans. Ce CO2 remplace désormais l'eau comme un gaz à effet de serre et les volcans, beaucoup plus nombreux sur Vénus que sur Terre, le libèrent perpétuellement. De cette manière, le dioxyde de carbone s'accumule massivement dans l'atmosphère. C'est à cette période que la planète a subi un resurfaçage mondial. Aujourd'hui, il constitue plus de 97% de l'atmosphère de Vénus. La température moyenne est de 460 degrés Celsius, mais peut monter jusqu'à 520 degrés Celsius. L'acide sulfurique est un autre gaz entrant dans la composition de l'atmosphère de Vénus. C'est ce gaz très réfléchissant qui fait apparaître Vénus si brillante dans notre ciel. Et parfois, cet acide sulfurique retombe sous forme de pluie très corrosive. Comment Vénus et la Terre sont-elles devenues si différentes ? La masse de Vénus est de 0,81 celle de la Terre. Son diamètre est de 0,96 celui de la Terre. Son volume est de 0,92 celui de la Terre. Sa densité moyenne est de 5,25 grammes par centimètre cube, très proche de celle de la Terre. Sa gravité est de 0,9 celle de la Terre. Tous ces paramètres soulignent que Vénus est presque une copie de la Terre.
ce qui a amené la communauté scientifique à surnommer la planète voisine comme étant la sœur jumelle de la Terre. De ce fait, il était naturel de s'attendre à trouver des conditions similaires à celles de notre planète et surtout de la vie sur Vénus. Mais ce pseudonyme a été totalement éradiqué au fur et à mesure des découvertes. Étudiée de près, Vénus est totalement différente de la Terre. La question que l'on peut se poser est pourquoi Vénus a connu un sort différent de la Terre malgré leurs caractéristiques astrophysiques comparables. Au stade initial de son existence, Vénus ressemblait beaucoup à la Terre. Bien que l'eau soit absente sur Vénus aujourd'hui, la situation était différente dans le passé. En 2009, à l'aide de la sonde Vénus Express, des preuves ont été obtenues que l'atmosphère de Vénus avait perdu une grande quantité d'eau à cause du rayonnement solaire. Cependant, cela ne signifie pas qu'un océan n'ait jamais existé sur Vénus, car, comme le montrent les simulations, l'eau était principalement contenue dans l'atmosphère sous forme de vapeur et n'était présente en grande quantité qu'à un stade précoce de l'existence de la planète. Ainsi, l'océan primordial de Vénus aurait pu exister pendant plus de 2 milliards d'années, soit plus de la moitié de l'histoire de la planète. À la suite de quoi, il est possible de poser la question de l'existence de la vie. Cependant, quelque chose est arrivé à Vénus, une sorte de catastrophe dont les scientifiques n'ont toujours aucune idée, après quoi elle s'est transformée en enfer. Qu'est-ce qui cause la lumière cendrée de Vénus ? Avec les télescopes modernes, il est relativement facile de détecter une lueur étrange de la partie non éclairée du disque de Vénus, rappelant la lumière cendrée de la Lune, qui a depuis longtemps été expliquée. En effet, la lumière cendrée de la Lune est causée par la Terre éclairant cette partie de la surface lunaire. Mais qu'est-ce qui illumine la surface de Vénus ? Après tout, Vénus n'a pas de satellite et les tentatives pour les trouver se sont toujours finies par un échec. Cela signifie que la lumière cendrée de Vénus doit avoir une nature différente. Au dernier siècle, les hypothèses n'ont pas manqué pour tenter d'expliquer ce fait. Certains croyaient même que la lumière cendrée était une illumination des habitants intelligents de Vénus. Cependant, il n'est pas nécessaire de recourir à l'aide de Vénusiens. En effet, Vénus est plus proche du Soleil que la Terre, et donc l'influence du Soleil sur son atmosphère est plus importante. La luminosité du ciel nocturne de Vénus est 10 fois supérieure à la luminosité du ciel nocturne de la Terre. Vénus est enveloppée d'une atmosphère nuageuse dense. Comme les nuages terrestres, ceux de Vénus réfléchissent une part importante des rayons solaires qui leur tombent dessus. Cela explique à la fois l'éclat mystérieux de Vénus et sa couleur blanche éclatante. Donc, pendant les jours où Vénus est la plus proche de la Terre, il est parfois possible d'observer un cercle brillant autour du disque, presque complètement noir de la planète. Cela éclaire l'atmosphère de Vénus, dispersant les rayons du Soleil qui la pénètrent. Existe-t-il un satellite fantomatique de Vénus ? L'astronome italien Cassini a déclaré la découverte d'un satellite de Vénus en 1686. Cette découverte n'a suscité aucun souci. Après tout, Cassini avait déjà acquis une renommée en découvrant les 4 lunes de Saturne qui existent réellement. Il a souligné également que la taille du nouveau satellite est d'environ 1/4 du diamètre de la planète, c'est-à-dire presque la même que notre Lune. Mais au XVIIIe siècle, la plupart des astronomes ont reconnu qu'il n'y avait pas de satellite de Vénus. Diverses explications de l'erreur d'observation ont été proposées, notamment une illusion due à un éclair aléatoire de la lumière solaire dispersée dans les lentilles imparfaites d'un télescope. De plus, il n'y a pas d'image du satellite de Vénus sur des plaques photographiques obtenues par d'excellents télescopes du XXe siècle. Cependant,
il est possible qu'il y ait un minuscule satellite qui ne peut être vu dans aucun télescope, surtout en présence de l'éclat aveuglant qui entoure la planète mère. En effet, le petit Deimos martien, de seulement 8 km de diamètre, est à peine accessible au télescope géant moderne, même en observant Mars dans la position la plus pratique, c'est-à-dire en face du Soleil. Tout objet de la taille de Deimos, ou plus petit, en orbite autour de Vénus, n'aurait pas été détecté depuis la Terre. La recherche du satellite de Vénus sera poursuivie par les sondes spatiales envoyées de la Terre. Que se passe-t-il dans l'atmosphère de Vénus ? L'atmosphère énigmatique de Vénus a été la pièce maîtresse du programme d'exploration des engins spatiaux au cours de la dernière moitié du dernier siècle. Les aspects les plus importants des recherches étaient la composition chimique, la structure verticale et la dynamique de l'environnement de l'air. Tout d'abord, l'atmosphère de Vénus tourne 60 fois plus vite que la planète elle-même, ce qui génère des vents super puissants, se déplaçant à une vitesse de 500 km/h. En plus, un autre mystère a été dévoilé par la sonde japonaise Akatsuki. Il s'agit d'une structure inhabituelle dans son atmosphère, une sorte de nuage semblable à la lettre Y, déjà trouvée dans l'atmosphère de Vénus au milieu des années 60 du siècle dernier. En effet, en étudiant des images de la haute atmosphère de Vénus, que la sonde Akatsuki a prises au cours de sa révolution sur son orbite, les scientifiques ont découvert une vague géante de 10 000 km de long qui s'étendait d'un pôle de la planète à l'autre et se déplaçait lentement à travers les couches d'air à une altitude de 65 km. Les scientifiques ont remarqué cette structure le premier jour après l'arrivée de cette sonde. Dans les conditions normales, les ondes de gravité atmosphérique résultent de l'interaction de grands fronts atmosphériques avec des chaînes de montagnes et d'autres grandes barrières naturelles. Le problème est qu'il n'y a pas de grandes montagnes et d'autres formes de relief sur Vénus capables de générer des ondes gravitationnelles d'une telle taille. Un record pour l'ensemble du système solaire. En conséquence, soit les données sur le relief de Vénus sont erronées, soit les vents et les masses d'air près de la surface de la planète, d'où proviennent ces ondes, se comportent différemment que sur Terre. Par ailleurs, la découverte de la foudre dans l'atmosphère de Vénus a été considérée comme la plus grande réussite de l'engin européen Vénus Express. Jusqu'à présent, la foudre n'a été vue que sur Terre, Jupiter et Saturne. En fait, les décharges elles-mêmes n'ont jamais été vues. Elles ont été détectées par les signaux magnétiques accompagnant le processus. En effet, les nuages de cette planète réunissent toutes les conditions pour l'apparition de charges électriques. Les particules d'aérosol sont abondantes sur la planète et toute la couche nuageuse est parcourue par de forts mouvements. L'accumulation de charges dans ces conditions doit se produire rapidement et par conséquent, entre différentes couches de nuages, il y aura la foudre. Les foudres sont également spéciales. Elles naissent dans des nuages qui ne sont pas constitués d'eau, mais d'acide sulfurique. Y a-t-il de l'eau sur Vénus ? D'une manière générale, les atmosphères des planètes telluriques, comme Vénus, se sont formées par la libération de gaz volcaniques à partir des profondeurs. La majeure partie des gaz volcaniques est constituée de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Ainsi, Vénus aurait dû avoir une hydrosphère importante, tout à fait comparable à celle de la Terre. Mais où les énormes masses d'eau ont-elles disparu de Vénus ? Il n'y a pratiquement pas d'eau sur Vénus, car la vapeur d'eau tombant dans les couches supérieures de l'atmosphère s'est décomposée en hydrogène et oxygène, sous l'action de la lumière du Soleil, et l'hydrogène léger a quitté la planète. Puisqu'il n'y a pas d'eau, le dioxyde de carbone libéré lors des éruptions volcaniques n'est pas déchargé de l'atmosphère par les pluies dans les mers, comme sur la Terre, et s'accumule alors dans l'atmosphère.
L'abondance de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Vénus est des milliers de fois supérieure à la quantité totale de l'atmosphère terrestre. Les nuages cachent-ils une surface inhabitée ou une vie florissante ? Derrière la couverture nuageuse de Vénus se cache un monde mystérieux dont les énigmes sont encore loin d'être résolues. En observant Vénus à travers des filtres rouges et jaunes, un fait intéressant est soudainement apparu. Qu'à la surface de Vénus, il y a des objets orange ou rougeâtres qui réfléchissent relativement fortement les rayons du Soleil. L'astronome biélorusse Tikhov a essayé d'expliquer ce fait. Il croyait qu'il y avait une riche flore sur Vénus. Cependant, les propriétés optiques des plantes vénusiennes doivent être très différentes de celles des plantes terrestres. La surface de Vénus est très chaude. La température estimée à l'époque y est probablement proche de 50 à 60 degrés Celsius. La proximité de Vénus avec le Soleil, la présence d'une épaisse couverture nuageuse créée à sa surface, par conséquent, les plantes de Vénus ne doivent pas être vertes, mais de couleur orange et rougeâtre. De ce fait, ils réfléchissent les rayons orange et rouge, ce qui leur apporte un excès de chaleur élevé. D'ailleurs, certaines algues vivant dans des sources terrestres chaudes ont une couleur similaire. Forêt rouge, prairie orange, quoi de plus fantastique, semble-t-il. Cependant, avec les dernières données sur la température de surface de Vénus estimée à 465 degrés Celsius, la seule conclusion possible demeure « il n'y a pas de vie sur cette planète ». Pour autant que nous le sachions, aucune forme de vie à base de carbone ne peut exister dans de telles conditions. La plupart des composés organiques carboniseraient instantanément. Quelle est la nature de l'activité de surface de Vénus ? Les hypothèses sur la nature de la surface de cette planète sont restées jusqu'à la seconde moitié du dernier siècle plus ou moins fantaisistes. En effet, l'une des hypothèses décrivait un gigantesque océan sans limite couvrant toute la surface de la planète sans exception. Selon d'autres hypothèses, la face de la planète était censée être un désert brûlé, absolument sans eau, et les fameux nuages étaient de la poussière minérale dans une atmosphère en circulation rapide. Les partisans d'un autre point de vue sont partis du fait que les conditions sur Vénus sont proches de celles qui existaient sur Terre pendant la période carbonifère, un climat chaud avec une abondance d'humidité. Mais à l'époque, les astronomes manquaient simplement de faits d'observation. Il n'était même pas possible de déterminer de manière fiable la période de rotation de Vénus autour de son axe. De sérieux progrès dans l'étude de la planète voisine ne sont assurés qu'avec l'utilisation du radar et le début des vols vers Vénus par des engins spatiaux. Vénus est dans une certaine mesure une planète vivante, mais pas au sens biologique, mais au sens géologique. En effet, divers événements géologiques s'y déroulent sur la surface de la planète. Contenant des plaines et des montagnes, cette surface est hétérogène, complexe et ne change pas seulement à cause des impacts de météorites. Dans les plaines, des coulées de lave basaltique solidifiées jusqu'à 200 à 300 km de long sont visibles. Sur la surface de Vénus apparaissent des cratères volcaniques, des caldeiras, des failles, des dômes, des cratères de météorites, des ceintures de crêtes basses, des sillons peu clairs, ainsi que d'étranges structures annulaires qui ne ressemblent pas à des cratères. Les montagnes de Vénus se présentent tantôt sous la forme d'un plateau, tantôt sous la forme d'un parquet, c'est-à-dire des plis dans deux directions différentes et parfois sous la forme de crêtes parallèles. De telles crêtes parallèles n'existent que sur Terre, mais elles n'existent pas sur la Lune et Mars. Bien sûr, il y a aussi des cratères volcaniques et météoritiques dans les montagnes de Vénus. Mais en général, la surface de Vénus
en comparaison avec d'autres planètes, s'est avérée plus lisse. À la surface de Vénus, des roches riches en potassium, uranium et thorium ont été découverts qui, dans des conditions terrestres, ne correspondent pas à la composition des roches volcaniques primaires, mais à celles secondaires ayant subi un traitement exogène. À d'autres endroits, du gravier grossier et des blocs de roches sombres et d'autres éléments caractéristiques des basaltes se trouvent à la surface. Ainsi, les roches de surface de Vénus se sont avérées être les mêmes que sur la Lune, Mercure et Mars, des roches d'origine magmatique. L'âge moyen de la surface de Vénus est d'environ 1 milliard d'années. Comparée à la surface terrestre, elle est bien plus ancienne puisque la Terre est une planète beaucoup plus vivante à l'échelle géologique. Tectoniquement, la Terre change constamment de visage, où certains continents s'enfoncent continuellement et d'autres surgissent. Mais la surface de Vénus est beaucoup plus jeune que celle de Mercure, la Lune et Mars. Par conséquent, il y a beaucoup moins de cratères de météorites sur Vénus que sur Mercure, la Lune et Mars. Il y a d'anciens cratères de météorites presque détruits et à peine visibles sur Vénus. Par ailleurs, sur Vénus, à des altitudes d'environ 65 à 70 km, des vents d'est soufflent constamment à une vitesse de 360 km/h, créant des ouragans. Ces vents entraînent des nuages jaunâtres sales d'acide sulfurique concentrés, à cause desquels la planète est légèrement rayée. Par exemple, une bande sombre est perceptible aux latitudes moyennes et une autre bande claire aux latitudes polaires. De plus, on distingue parfois des calottes polaires constituées de nuages un peu plus clairs. Les grands soulèvements tectoniques, les immenses volcans et autres reliefs, y compris anciens, témoignent principalement de la faible activité des processus exogènes de la surface de Vénus. Et cela est compréhensible, car il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Vénus, auquel est associé le fonctionnement d'un vaste complexe de processus exogènes. En effet, l'eau en phase liquide ainsi qu'en phase solide et gazeuse contribue au développement d'un cycle climatique puissant qui a un effet décisif non seulement sur l'activité des processus exogènes, mais également sur l'ensemble du processus d'évolution de la surface de la planète. Y a-t-il déjà eu de la vie sur Vénus ? Notre planète et Vénus sont à première vue très similaires en taille et en masse. Elles ont pratiquement le même âge, environ 4,5 milliards d'années. Il semble que rien n'empêchait la vie de naître non seulement sur Terre, mais aussi sur Vénus. La possibilité qu'une vie puisse exister à la surface de l'actuelle Vénus est incroyablement faible. Une température moyenne de surface supérieure à 400 degrés Celsius signifie qu'il est impossible d'y trouver de l'eau liquide et cette chaleur détruirait également la plupart des molécules organiques. En plus, des nuages jaune pâle flottent dans le ciel vénusien, qui, comme l'ont montré des études, se composent principalement de minuscules gouttelettes d'acide sulfurique qui, comme les pluies terrestres, tombent à la surface de Vénus. La seule différence étant que ces pluies sont destructrices pour toute forme vivante. Mais la haute atmosphère de Vénus, plus douce, présente cependant des températures suffisamment basses pour que des gouttelettes d'eau se forment et pourraient donc potentiellement convenir à la formation de la vie. Une personne qui se trouve sur Vénus ne trouvera les conditions de pression et de température familières aux terriens qu'à un seul niveau d'altitude, dans la troposphère, c'est-à-dire à 55 km de la surface de la planète. Mais même ici, la composition de l'air est différente car son composant principal est le dioxyde de carbone. Dans ce cadre, certains scientifiques considèrent cela comme tout à fait probable l'existence de formes de vie. Effectivement,
des chercheurs ont trouvé du sulfure de carbonyle dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz est très difficile à se produire de manière inorganique. Il peut donc être considéré comme un signe indirect de l'activité de micro-organismes. En plus, des études sur Vénus ont montré qu'en dessous de 50 à 70 km au-dessus de la surface, le rayonnement ultraviolet du Soleil est presque imperceptible, comme si la planète était entourée d'une sorte de film qui absorbe cette partie du spectre. Par conséquent, les scientifiques ont supposé que des microbes pourraient potentiellement vivre à haute altitude, utilisant la lumière ultraviolette pour certains processus, comme la photosynthèse pour les plantes terrestres et certains micro-organismes. Cela dit, cet environnement a ses propres limites, comme les nuages d'acide sulfurique qui détruiraient toute molécule organique non protégée par une cellule. Par exemple, sur Terre, des molécules comme l'ADN sont rapidement détruites par les conditions acides, bien que certaines bactéries puissent survivre dans des environnements extrêmement acides. De même, la chute constante de gouttelettes d'eau de l'atmosphère de Vénus vers sa surface extrêmement chaude détruirait toute molécule organique non protégée dans les gouttelettes. En outre, en l'absence de surface ou de grains minéraux dans l'atmosphère vénusienne sur lesquels les molécules organiques pourraient se concentrer, les éléments chimiques nécessaires à la vie seraient dispersés dans une atmosphère diluée, ce qui rendrait la formation de la vie incroyablement difficile. En gardant tout cela à l'esprit, si certaines des molécules trouvées sont effectivement un signe de vie sur Vénus, il y a plusieurs explications pour savoir comment elle a pu se former. La vie a pu se former à la surface de la planète lorsque les conditions étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Les modèles suggèrent que la surface de Vénus primitive était très semblable à celle de la Terre primitive, avec des lacs et des océans d'eau et des conditions clémentes. C'était avant qu'un effet de serre incontrôlé ne transforme la planète en l'enfer qu'elle est aujourd'hui. L'infernale planète Vénus pourrait avoir eu un environnement parfaitement habitable pendant 2 à 3 milliards d'années après sa formation, ce qui suggère que la vie aurait eu largement le temps d'y émerger. Vénus a pu maintenir des températures stables allant d'un minimum de 20 degrés Celsius à un maximum de 50 degrés Celsius pendant environ 3 milliards d'années. Si la vie s'est formée à cette époque, elle a pu s'adapter pour se répandre dans les nuages. Puis, lorsque le changement climatique intense a fait disparaître les océans, tuant toute vie à la surface, les microbes des nuages seraient devenus le dernier avant-poste de la vie sur Vénus. Une autre possibilité est que la vie dans l'atmosphère de Vénus, si elle existe, provienne de la Terre. On sait que les planètes de notre système solaire interne ont échangé des matériaux dans le passé. Lorsque des météorites s'écrasent sur une planète, elles peuvent envoyer les roches de cette planète dans l'espace où elles croisent parfois les orbites d'autres planètes. Si cela s'est produit entre la Terre et Vénus à un moment donné, les roches de la Terre peuvent avoir contenu une vie microbienne qui aurait pu s'adapter aux nuages très acides de Vénus, comme les bactéries résistantes aux acides de la Terre. Dans des conditions climatiques stables, Vénus aurait été en mesure de supporter de l'eau liquide et à son tour de permettre éventuellement l'émergence de la vie. En fait, si la planète n'avait pas connu le phénomène de resurfaçage, elle serait peut-être restée habitable aujourd'hui. Cependant, le phénomène de resurfaçage a déclenché une série d'incidents qui ont provoqué une libération ou dégazage du dioxyde de carbone stocké dans les roches de la planète. En conséquence, l'atmosphère de Vénus est devenue trop dense et trop chaude pour que la vie y survive. Il y a 4,2 milliards d'années, peu après la formation de la planète, Vénus aurait connu une période de refroidissement rapide. Au cours de l'évolution de la planète, les roches silicatées auraient lentement absorbé le dioxyde de carbone
de l'atmosphère et l'aurait enfermé dans la croûte de la planète. Il y a 715 millions d'années, l'atmosphère de Vénus était probablement dominée par l'azote, avec des traces de dioxyde de carbone et de méthane, un peu comme celle de la Terre aujourd'hui. Les simulations suggèrent que ces conditions auraient pu rester stables jusqu'à nos jours si un dégazage massif n'avait pas eu lieu. Si la cause exacte de ce dégazage est encore inconnue, il est possible qu'il soit lié à l'activité volcanique de la planète. Lorsque le magma et la roche en fusion remontent à la surface de la planète, de grandes quantités de dioxyde de carbone sont libérées dans l'atmosphère. Si le magma s'était solidifié avant d'atteindre la surface, il aurait créé une barrière et empêché le gaz d'être réabsorbé. Des événements similaires se sont produits dans le passé sur Terre. Par exemple, le piège sibérien est l'un des plus grands événements volcaniques connus des 500 derniers millions d'années. Cet événement a libéré des quantités toxiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et a provoqué une extinction massive, comme quoi la vie ne tient qu'à un fil. Vénus n'est en aucun cas un monde hospitalier, comme on le supposait autrefois. Avec son atmosphère de gaz carbonique, ses nuages d'acide sulfurique et sa chaleur épouvantable, elle est totalement inadaptée à l'homme. Avec les dernières découvertes, certains espoirs se sont effondrés. Après tout, il y a moins de 20 ans, de nombreux scientifiques considéraient Vénus comme un objet de recherche spatiale pour la colonisation humaine plus prometteuse que Mars. En l'espace de plusieurs décennies, notre vision de Vénus est passée de similaire à inverse de la Terre. Maintenant, nous l'appellerions plutôt monde à l'envers, où une température et une pression monstrueuses, ainsi qu'une atmosphère toxique, des nuages et des pluies d'acide sulfurique sculptent le paysage. Aujourd'hui, même les informations les plus élémentaires sur cette planète sont soit incomplètes, soit absentes. Des découvertes vraiment excitantes sont encore à paraître par les futures sondes interplanétaires pour démêler les nombreux mystères de Vénus.